Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois Jean Hermès. Jean Hermès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement secrétaire général de la Mutualité chrétienne. Alors, avant d'entamer notre rencontre, si vous le voulez bien, je vous propose de regarder ce reportage qui est signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Depuis plus de 100 ans, la Mutualité chrétienne se bat pour des soins de santé accessibles à tous. Actuellement, à sa tête, Jean Hermès, un secrétaire général à la fois discret et charismatique. Gantois d'origine, titulaire d'un master en sciences économiques, il entre en 1981 au service du ministre des Affaires sociales de l'époque, un certain Jean-Luc Dehaene. Lorsque ce dernier changera de portefeuille, Jean Hermès ne le suivra pas. Il va préférer un poste de directeur recherche au sein de la Mutualité chrétienne. Jean Hermès connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Il s'avère d'ailleurs redoutable dans les débats, basant toujours son argumentation sur des chiffres dont il a la passion. Et en matière de chiffres, la Mutualité chrétienne, c'est, rappelons-le, 4 500 000 membres. Ce sont des services et des avantages basés sur la solidarité où chacun cotise pour le bien-être et la santé de tous. Sur le terrain, un réseau de plus de 140 permanences sociales réparties en Wallonie et à Bruxelles. Des travailleurs sociaux y sont à l'écoute, prêts à donner un simple renseignement ou prendre en charge des situations plus complexes. À Solival, des ergothérapeutes font découvrir les petites astuces qui facilitent la vie de tous les jours, pour les seniors ou pour les personnes en perte d'autonomie. Un service qui est gratuit. Et pour toujours être plus proche de ses membres, la Mutualité chrétienne a particulièrement développé le secteur socio-éducatif. Un Fort Santé ou encore le journal En Marche incite les lecteurs à prendre soin d'eux-mêmes. D'autres mouvements visent le volontariat, comme Altéo, comment retrouver une place dans la société lorsqu'on est malade ou handicapé. Des stages, des ateliers créatifs ou des séjours de vacances sont mis en place. Enéo fait de même pour briser l'isolement des aînés, dans un souci constant de promouvoir leur autonomie. Avec ses 4800 animateurs, Jeunesse et Santé se veut le porte-parole des jeunes. Les services de la Mutualité chrétienne sont donc nombreux et variés. Une mutualité qui veut faire de la santé un droit pour tous. Jean Hermès, puisqu'on dit de vous que vous êtes redoutable en termes de chiffres, si vous deviez décrire la Mutualité chrétienne en chiffres justement, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? D'abord que nous avons 4,5 millions d'affiliés, qu'il y a de nombreux bénévoles qui œuvrent dans les différents mouvements, tant au nord qu'au sud du pays. On parle de dizaines de milliers de bénévoles qui sont au service de différents types de publics, les publics les plus fragiles, les plus faibles. Et puis surtout, au-delà des chiffres, c'est l'animation, c'est le sens que nous arrivons à donner dans notre société et qui mobilise aussi tous les travailleurs. Plus de 6 000 travailleurs au sein de la Mutualité chrétienne qui travaillent avec passion. Passion, pourquoi ? D'abord et avant tout pour essayer de, tous les jours, donner, sauvegarder, améliorer l'accès à la santé et aux soins de santé. C'est la raison d'être, c'est ce qui nous anime. La Mutualité chrétienne, elle est un mouvement d'église ou elle est au-delà de cela? Elle est issue, comme on l'a vu dans le petit film, d'un mouvement qui effectivement est parti de paroisses, qui est parti aussi de mouvements religieux, mais au fur et à mesure, elle s'est étendue et aujourd'hui, les services sont évidemment ouverts à tous. Mais il se reste basé sur un principe fondamental, celui de la solidarité, celui aussi qui, dans l'Évangile, disait « aimez-vous les uns les autres » et nous croyons vraiment que c'est là le fondement pour une société plus juste, pour une société où chacun a sa place,
pour aussi une société de qualité, parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous entendons au niveau mondialisation, au niveau croissance économique, au niveau austérité, il faut rappeler que ce monde plus juste est aussi porteur de qualité de vie pour tous. Et là, il faut se battre parce que la justice sociale, la justice fiscale est un énorme moyen pour rendre et cette qualité de vie et la santé. Quels sont alors vos liens avec des mouvements comme la CSC, comme le mouvement ouvrier chrétien? Vous avez des liens institutionnels avec eux ou ce sont des liens plutôt amicaux Non, c'est aussi un mouvement historique. Le mouvement ouvrier chrétien réunit l'ensemble des organisations qui, chacun dans son domaine, œuvrent sous la même bannière. Vous avez la CSC, la Mutualité chrétienne, Vie féminine, la JOC, donc toute une série de mouvements qui, ensemble, œuvrent avec les mêmes valeurs dans leur domaine. D'un autre côté, nous avons les mouvements comme Eneo pour les aînés, Alteo pour les handicapés et les invalides, Jeunesse et Santé pour les jeunes. Ensemble, avec les mêmes valeurs, nous déployons des services et avantages qui sont là non seulement pour aider les personnes, mais surtout pour les réunir. Et ensemble, ils forment des liens. Et nous savons aujourd'hui, vraiment, dans notre société qui est quand même un peu individualiste, que ces liens sociaux sont essentiels pour maintenir les gens en liaison et les maintenir debout. Et c'est ainsi qu'ils sont aussi en meilleure santé. Si je vous entends bien, l'AMC, comme on dit aujourd'hui, la Mutualité chrétienne, c'est plus que simplement le remboursement de ces soins de santé. Ah oui, absolument. Quand tout à l'heure je disais notre volonté c'est de garantir à tous l'accès à la santé et aux soins de santé, nous savons que les soins de santé, et les études internationales le prouvent, et l'Organisation mondiale de la santé le répète sans cesse, les soins de santé n'influencent la santé que pour 20 à 25%, ce qui veut dire que tous les autres facteurs qu'on appelle à ce moment-là les déterminants sociaux ont plus d'impact sur la santé. Par exemple, l'éducation, c'est un énorme impact sur la santé, l'aménagement du territoire, l'emploi, la cohésion sociale, l'environnement, tous ces autres éléments ont un impact majeur sur la santé. Et comment est-ce que l'AMC justement intervient dans l'aménagement du territoire, dans l'éducation, etc. Est-ce que vous avez une fonction précise là ? À travers les mouvements, nous donnons à la fois évidemment des services et avantages aux affiliés, aux membres de ces mouvements, mais nous avons aussi une voix politique. Nous savons aussi qu'une parole politique, nous savons aussi que s'exprimer sur le sujet tel que par exemple l'équité fiscale, tel que l'aménagement des territoires, c'est aussi faire de la santé. Cependant, de la santé à moyen et long terme. Et c'est là évidemment la difficulté aujourd'hui, c'est que parfois on se dit il faut aller vite. Le rythme politique est court, les échéances sont courtes et on veut des résultats immédiats, alors qu'investir dans les déterminants sociaux va en avoir un impact majeur, mais sur le moyen et long terme. Et donc nous œuvrons pour le long terme, mais en justement indiquant qu'il ne faut pas seulement investir dans les soins de santé. D'ailleurs, ce serait finalement même dommageable. Aujourd'hui, 10% du PIB est investi dans les soins de santé, ça fait 40 milliards, c'est énorme. Faut-il investir plus ? Nous croyons qu'il faut aussi, surtout, que des moyens soient encore là pour l'enseignement, par exemple, pour également la mobilité. On voit aujourd'hui tous les problèmes de mobilité économique en Belgique. Si on avait investi plus dans les transports en commun, on aurait eu moins de stress, moins d'accidents, moins de pollution. Et donc, nous avons aussi cette parole politique et également des revendications qui vont au-delà des soins de santé. Vous avez le sentiment que le politique vous entend ? Le politique se rend compte que nous avons une grande confiance de la part du public. Des études, des enquêtes le montrent, si on nous compare avec les assurances, les banques, eh bien les mutualités sont loin devant en termes de confiance. Pourquoi ? Parce que nous poursuivons un but qui est accessible pour tous, c'est la santé, sans lucre. C'est très important aussi. Nous ne voulons vraiment pas de lien avec le monde du marché, avec la publicité. Et d'ailleurs, dans notre journal En Marche, qui est distribué à 450 000 exemplaires, il n'y a pas de publicité. Donc le public sait que nous essayons de promouvoir la santé d'abord pour eux et pas pour faire du volume, du chiffre d'affaires ou de bénéfices. Nous n'avons pas d'actionnaires. Et donc le politique sait que
les mutualités ont une grande écoute auprès du public. Et donc, à ce moment-là, on est aussi parfois aussi entendu. Si on va au-delà et qu'on dit très clairement que certaines politiques vont amener une réduction de l'accès aux soins de santé, c'est un message qui peut peser. Et donc oui, nous essayons d'influencer les politiques, ce qui est normal, puisque comme je viens de vous dire, mener une politique de santé pour tous, ce sont des choix politiques. Vos affiliés, est-ce qu'ils ont un mot à dire? Est-ce que vous essayez de vous les consulter? Est-ce qu'ils font partie dans votre organigramme? Est-ce ils sont présents? C'est une excellente question, puisque les mutualités, tous les 6 ans, renouvellent leur assemblée générale qui est formée de bénévoles, c'est-à-dire des membres, et qui à leur tour alors élisent leur conseil d'administration. Il se fait que cette année-ci, c'est une année de renouvellement et il y a des élections mutualistes dans certaines mutualités et qui permettent à ce moment-là à tous nos affiliés d'être candidats et d'ainsi bien représenter les réalités qui vivent parmi nos affiliés. Et donc, s'il y a bien une organisation démocratique, et on parle souvent de la démocratie participative, je crois que les mutualités sont un exemple où, partant de la base, nous faisons appel aux membres intéressés qui sont élus et qui représentent alors véritablement tous les affiliés et prennent des décisions importantes au sein de nos assemblées générales et de nos conseils d'administration. Jean Hermès, vous restez bien avec nous. On prend juste le temps d'une petite pause et on vous retrouve alors pour un peu découvrir, un peu plus en profondeur, ces différents mouvements qui font partie de la mutualité chrétienne. D'accord. Jean Hermès, dans le reportage du début de cette émission, on a bien vu, il y avait Eneo, Alteo, Jeunesse et Santé. Si vous pouviez un petit peu décrire un peu plus en profondeur quels sont exactement ces mouvements et pourquoi vous les avez créés. Alors, Eneo part des aînés parce que nous savons que les aînés sont dans le domaine des soins de santé le public qui est le plus fragile. Lorsqu'on voit les dépenses en soins de santé, on voit bien qu'il y a une très grande concentration, et c'est normal, qui est liée à l'âge. Et donc, on s'est vite rendu compte que là, ce public est plus fragile, et ce public a besoin aussi à la fois services en dehors des soins de santé, parce qu'il y a d'autres services sociaux qui sont très importants pour maintenir une autonomie dans leur vie. Et donc, rapidement, on a développé des services à l'attention de ce public et également une forme de mouvement politique. Par exemple, aujourd'hui, sur les pensions, il y a un grand débat. Bien, grâce à Eneo, qui est le plus grand mouvement du côté francophone réunissant des pensionnés, bien, nous essayons là d'avoir un message politique qui permet de bien mettre en valeur et qui permet de bien garder également les intérêts de ce public qui est plus fragile et qui doit faire entendre sa voix. En même temps, les pensionnés aujourd'hui sont heureusement de plus en plus en meilleure santé, eh bien, on leur offre aussi un espace où ils peuvent s'investir dans des services bénévoles. Et je crois qu'on voit bien aujourd'hui le succès que connaît Eneo montre bien que cela répond à des attentes et ça permet aussi aux aînés qui ont plus de temps, bien, de rester mobilisés, de rester également un facteur d'avancée sociale dans notre société. Donc Eneo s'est transformé avec les années aussi, le nom a été modifié, mais aujourd'hui c'est vraiment un mouvement très dynamique et lorsque je participe à certaines assemblées, je suis toujours impressionné de voir à quel point on a là des aînés qui s'investissent et qui prennent du temps pour également, entre autres, des combats politiques. Est-ce que j'ai bien lu que pour être membre de Eneo, on est aîné assez jeune, c'est à partir de 50 ans? C'est-à-dire que oui, là, les portes sont ouvertes. Si effectivement la personne, pour toutes sortes de raisons, a cette envie et a du temps et veut s'investir là-dedans, on ne va pas commencer à faire une discrimination selon l'âge. Mais c'est clair quand même que c'est des mouvements et services qui s'adressent aux aînés, en sachant que, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Alors si on parle alors peut-être d'Alteo, là, eux, cette fois-ci, ils s'intéressent surtout à un public
qui est plus fragile au niveau santé, c'est en particulier les handicapés, les invalides, et qui, dans notre société, n'ont pas toujours l'occasion de se faire entendre. Et là, c'est très important que le public, je dirais en bonne santé, soit toujours interpellé sur la difficulté d'accès que peuvent avoir ces personnes qui ont une difficulté de mobilité et parfois aussi une difficulté de vie simplement quotidienne. Et donc, grâce à ce mouvement-là, on rend toujours la société attentive à ce que l'aménagement du territoire, la mobilité, soit également accessible à ces personnes à mobilité réduite. Et grâce à ça, elles restent intégrées dans la société. C'est très important que les handicapés, les invalides ne soient pas mis de côté. Ils doivent faire partie de notre vie. Ils doivent aussi, parce qu'un jour ou l'autre, personne ne le sait, un jour ou l'autre, l'un d'entre nous peut aussi devenir handicapé. Et à ce moment-là, on se rend compte des difficultés qu'ils ont simplement matérielles, quotidiennes, rien que pour pouvoir faire partie intégrante de notre société. Et donc, ce mouvement porte aussi ses revendications dans la vie quotidienne, locale et régionale et fédérale, puisque c'est à différents niveaux qu'il faut se battre. Ce n'est pas qu'une question d'allocation suffisante, c'est aussi une question d'aménagement des territoires et aménagement aussi de sa habitation. En ce sens-là, vous avez vu aussi dans l'émission que on s'intéresse bien sûr à l'aménagement des territoires, mais on s'intéresse aussi à l'aménagement de son espace quotidien. Et grâce à Solival, nous proposons des solutions qui permettent à des personnes d'avoir une vie plus normale, une vie de qualité. Et là aussi, on a des services qui viennent sur place et à voir ce qu'il y a lieu d'aménager dans son quotidien pour rendre la vie quotidienne aussi agréable. Et donc, Altéo, c'est à la fois des revendications politiques, c'est des services pour les personnes et ça c'est très important aussi, c'est réunir des bénévoles autour de malades chroniques qui sont quand même parfois isolés. Or, on sait justement que la solitude est un des grands problèmes de notre société. La solitude rend malade, on le voit d'ailleurs dans la consommation des médicaments, des antidépresseurs qui sont un petit peu la solution pour un symptôme. Mais ce qu'il faudrait attaquer, c'est briser cette solitude, créer des liens sociaux. Et là, Altéo, grâce au fait qu'ils créent des groupes de parole qui mettent ensemble des personnes qui ont les mêmes problèmes, à la fois ça permet d'en sortir des revendications, mais ça leur donne aussi à ce moment-là des liens qui les maintiennent debout et les maintiennent aussi en vie de qualité. Donc voilà là, un mouvement qui aujourd'hui est vraiment apprécié par les membres et peut aussi toujours nous rendre attentifs, nous qui sommes en bonne santé, qu'il faut vraiment que notre société intègre, soit une société inclusive, comme on dit, une société qui permette à tous d'avoir sa place. Quand on voit, justement, dans le reportage, on a bien vu l'armoire qui descend, etc., pour la mobilité, pour faciliter la mobilité et tout. Est-ce que, d'une certaine manière, la mutualité chrétienne travaille aussi à l'idée que veiller à ce que les gens puissent rester le plus longtemps possible dans leur environnement, plutôt qu'avant d'aller en maison de repos, qu'ils puissent rester là, chez eux? Est-ce que c'est aussi un des objectifs? Tout à fait. Donc, la demande, d'abord, elle est là. Chacun espère pouvoir rester le plus longtemps possible dans son environnement, dans son histoire. Pas simplement sa maison, mais aussi dans son quartier, avec les gens qu'il connaît. Et donc, pour ça, il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Et on parle alors d'innovation sociale aussi. Et effectivement, la mutualité, elle est aussi pionnière dans ce sens qu'on essaye d'innover, de créer de nouveaux services. Exemple, nous avons Vitatel, qui est la permanence des soins à domicile, qui 24 heures sur 24 offre un service qui fait que si quelqu'un chute ou quelqu'un a un problème, 24 heures sur 24, quelqu'un directement se met en contact avec elle et peut informer 3 personnes de confiance désignées. Et ainsi rassure la personne qu'elle sera toujours 24 heures sur 24 assistée en cas de problème. Mais nous avons encore innové. Nous avons mis par exemple un pilulier maintenant en place qui permet aux personnes d'avoir pendant une semaine et garantir que leurs médicaments sont livrés à temps et à heure sans se tromper. Puisque ça, c'est un des gros soucis que nous découvrons maintenant, c'est que des personnes
personnes un peu confuses se trompent et avec des conséquences importantes sur la santé. Grâce à ceci, nous sommes sûrs que la personne la prendra à temps et heure. Et en plus, comme il y a un capteur, si elle n'est pas prise, il y a un lien immédiat avec la centrale, ce qui permet de nouveau de rassurer et d'être en contact avec la personne qui serait un peu perdue. Donc, ceci sont des exemples pour montrer que nous, effectivement, nous investissons dans de nouveaux services qui permettent à ce moment-là le maintien à domicile plus long, mais pas de manière isolée. Je crois que c'est très important qu'il ne faut pas uniquement investir dans des services qui permettent et qui rassurent, qui sécurisent, mais la personne elle a aussi besoin de bonheur. Et souvent on dit elle est quand même bien soignée, elle a tout ce qu'il faut. Mais tout ce qu'il faut, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait de l'envie de vivre longtemps heureux. Et je crois que ça, c'est très important aussi, c'est qu'il faut aussi offrir une perspective à tous qui voulons vivre plus longtemps, mais vivre longtemps, d'accord, mais vivre longtemps heureux, certainement. Jean Hermès, on vous retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien. Oui. Jean Hermès, il reste un autre mouvement encore qui fait partie de la mutualité chrétienne, c'est Jeunesse et Santé. Là, qu'est-ce qui fait que des mutualités s'occupent d'un mouvement de jeunesse et en quoi est-ce que Jeunesse et Santé se différencie-t-il des autres mouvements de jeunesse proposés ici dans notre pays ? Nous avons, dès le début, nous sommes rendus compte qu'il y a un problème d'accès à des vacances accessibles, justement dans les publics fragilisés. Et donc est partie l'idée, il y a longtemps déjà, d'offrir des lieux où les enfants peuvent à la fois avoir des vacances, mais aussi tester, expérimenter la vie en société, la vie avec des enfants autour du jeu. Et donc c'est ainsi sont nées les plaines de jeux, entre autres, et progressivement différents types de services, de stages ont été offerts aux jeunes pour leur permettre aussi, par exemple, pour les classes de neige, avoir l'occasion d'expérimenter, d'aller aussi peut-être en classe de neige. Et donc, avec cette organisation, nous avons pu ainsi offrir l'accès à des vacances de qualité avec un encadrement aussi de jeunes motivés qui non seulement effectivement ont cette formation pour assurer des animations de qualité, mais également une formation pour voir aussi en termes d'éducation à la santé, de promotion de la santé, d'y intégrer également ces aspects-là, puisqu'on sait aussi que la promotion de la santé, elle doit commencer au jeune âge, parce qu'à ce moment-là, on a des habitudes de vie qui vont avoir des impacts majeurs après. Et donc, en développant ces services à la fois ouverts à des publics qui n'ont pas beaucoup de moyens, en leur donnant aussi des animations qui sont basées sur des valeurs qui ont été reprises, enseignées dans nos équipes de formation pour les moniteurs, et en y ajoutant également cet aspect éducation de la santé, nous participons, comme bien sûr les autres mouvements de jeunesse aussi, nous participons à créer chez les jeunes cette solidarité à travers, alors cette fois-ci, les jeux et l'organisation de camps et de souvenirs qui les porteront certainement plus tard. En tout cas, moi, j'ai rencontré souvent des moniteurs qui sont extrêmement motivés, qui donnent vraiment du temps, mais qui en sortent aussi évidemment parce qu'ils créent et parce qu'ils vivent, et ils en ressortent également avec plein d'énergie et une volonté par après, quand ils seront dans la vie professionnelle, ce sont des valeurs qui vont les accompagner et qui vont faire que dans leur choix professionnel, je suis sûr que quelque part ce vécu va marquer aussi la manière dont ils conduisent leur vie professionnelle ou dont ils sont responsables dans des équipes. Ça fait combien de jeunes que vous arrivez à toucher comme ça avec l'ensemble de Jeunesse et Santé, tous ces programmes que vous proposez dans le cadre de Jeunesse et Santé ? Je dirais qu'il y aura plus de 10 000 jeunes participent à nos camps et que ce soit plein de jeux ou aux différents stages. Globalement, quand on parle des mutualités chrétiennes du côté francophone, si je prends l'ensemble des bénévoles qui sont actifs
Eneo, Alteo, Jeunesse et Santé, et il faut y ajouter aussi tous les bénévoles qui sont actifs dans nos assemblées générales et administrateurs. On a plus de 10 000 bénévoles qui mettent du temps au service d'une cause qui véritablement peut porter la qualité de vie de beaucoup de gens. On reste un peu avec les enfants si vous voulez bien, parce que vous avez aussi lancé un service. Quand un enfant est malade, les parents travaillent. Vous avez aussi souhaité justement faire face à cette situation auxquelles les gens sont confrontés. Effectivement, dans les services qui sont couverts par notre cotisation, nous avons développé il y a 2 ans le service de garde d'enfants malades à domicile. Un moment difficile pour les parents, car souvent ça se présente la veille et bon, on est un petit peu perdu, on n'a pas tout de suite comme ça sous la main une solution directe, surtout quand on a eu des familles qui ont déménagé beaucoup. Bien, à ce moment-là, nous offrons effectivement, grâce aussi de nouveau à la centrale, nous avons rapidement connaissance du problème et nous mettons alors en œuvre des services de qualité, parce que là, je crois que c'est très important de souligner que lorsque une garde malade vient à domicile, elle doit avoir une certaine formation. Et là, nous avons pris des conventions avec beaucoup de services qui viennent alors à domicile. Et là, nous offrons effectivement, dans le cadre de la couverture de cette cotisation, il y a 10 jours par an qui sont entièrement pris en charge par la mutualité lorsque, effectivement, il y a nécessité d'avoir une garde à domicile parce que l'enfant est malade. Le bien commun, est-ce que c'est une notion fondamentale, si je vous entends bien, de la mutualité chrétienne? Oui, le bien commun, à la fois sous la forme de « il faut se battre pour l'accès à la santé et aux soins de santé à tous », le bien commun aussi, c'est se dire, si nous investissons dans des services collectifs, nous investissons dans une société où la cohésion sociale est forte, bien tout ceci va amener plus de santé. Et j'invite à ceux qui doutent de lire un ouvrage qui a été publié par Wilkinson, qui depuis des années met en évidence qu'une société qui effectivement est plus juste, où il y a moins d'inégalités, eh bien, en termes d'indicateurs de santé, elle est nettement en meilleure santé. L'exemple le plus caricatural, si je puis dire, c'est les États-Unis, où les écarts entre les riches et les pauvres sont énormes. Leur espérance de vie est plus basse que des pays qui dépensent moins en soins de santé, mais qui ont une plus forte cohésion sociale. Et ça, c'est évidemment des chiffres. Alors on se dit, mais moi, je suis un individu, est-ce que ça me touche moi? Mais là aussi, lorsqu'on voit de plus près encore les espérances de vie entre les différentes catégories socio-économiques en Belgique, on voit de grands écarts, et ça, c'est interpellant. Donc, comment réduire ces écarts? Fondamentalement, et parfois on parle parfois, vous l'avez peut-être entendu, parfois la evidence-based medicine, la médecine basée sur la réalité scientifique. Moi, je dirais qu'un jour, il faudrait parler de evidence-based policy, la politique basée sur des faits. Depuis des décennies, nous savons qu'offrir une meilleure santé à une population passe par se braquer, se concentrer sur les déterminants sociaux, sur, entre autres, plus de cohésion sociale, plus de justice fiscale. Jean Hermès, merci d'avoir pris le temps de nous présenter un petit peu toutes les activités de la mutualité chrétienne et aussi vos convictions de vie. On les a senties dans votre parole. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.